Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux, le gouvernement entend adopter le volet répressif pour l'adoption, bien sûr, de nouveaux tests législatifs. Dialogue intertogolais après 30 jours de suspension. Les discussions ont repris ce matin sous l'égide du facilitateur ghanéen Nana Akufo depuis le Front social. Ne se calme toujours pas. La synergie des travailleurs du Togo pourrait descendre dans la rue la semaine prochaine. Les élèves sont allés en congé de Pâques aujourd'hui avec par endroits sans réelle évaluation en raison des grèves continues. Nos invités, ils sont 4. Spero Maolé, le président du CACIT, collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo. Passeur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King. Ibrahim Acha, directeur de la publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Et Idelphonse Akbaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Pyramide FM à l'heure de l'aide spécialiste. Bonsoir et bienvenue. Si grand, mais si proche. Pyramide FM. Passeur Edo, comme bonsoir. Oui, Honoré, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Pyramide FM. Spero Maolé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous les auditeurs de Pyramide FM. Et Idelphonse Akbaki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent. Voilà, nous espérons l'arrivée de Ibrahim Acha dans ce studio. On va commencer avec les réseaux sociaux. Ibrahim qui vient de faire son entrée également. On parle des réseaux sociaux. Le gouvernement en a parlé au cours de la semaine en Conseil des ministres, notamment le vendredi. Il a été constaté que la prolifération des discours de haine et des fausses informations sur Internet et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux constitue aujourd'hui une préoccupation mondiale et une menace sérieuse tant pour la stabilité des États que pour la cohésion, la paix sociale. Il a été quand même noté que il faut forcément prendre des dispositions et le gouvernement entend former à la culture numérique pour la mise en place de politiques d'éducation, de prévention, faciliter la collecte du contenu illicite par la création de procédures de signalement, encourager l'autorégulation par le développement d'une relation de confiance avec les entreprises de technologie de l'information, renforcer le volet répressif pour l'adoption de nouveaux tests législatifs et au-delà également, le gouvernement dit qu'il faut procéder également au renforcement de la régulation des réseaux sociaux, notamment par la mise en place d'une campagne de sensibilisation relative à leur usage, la signature d'un code de bonne conduite avec les représentants de structures comme Facebook et Twitter, et puis l'adoption d'une loi sur les fausses informations, la création d'une plateforme de signalement. Voilà autant de mesures que le gouvernement entend prendre pour pouvoir réguler, on va dire finalement, les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, cela constitue une menace réelle sur le pays. Passeur Edo, vous êtes également un habitué des réseaux sociaux. En quoi ces réseaux sociaux constituent des menaces? Oui, d'abord, il faut reconnaître que les fausses informations ne sont pas seulement l'apanage des réseaux sociaux. Les fausses informations, nous les vivons tous les jours en dehors des réseaux sociaux. Dans nos vies de tous les jours, au sommet de l'État et entre les citoyens, il y a des mensonges directement. Des informations qui ne possèdent pas quand même de la vérité. Bon, donc, là, c'est un constat. Mais quand on revient aux réseaux sociaux, c'est vrai que depuis un certain moment, nous avons tiré sur la sonnette pour dire exactement que il y a, si on ne fait pas attention, les réseaux sociaux risquent de nous plonger dans des situations difficiles, surtout ça va compromettre le vivre ensemble, parce qu'il y a des fois quand vous suivez sur des plateformes, quand vous suivez des choses, apparemment les écritures, certains messages, je ne crois pas que ce ne sont pas des choses quand même qui peuvent favoriser le vivre ensemble, la cohésion. Toutefois, il faut reconnaître quand même que c'est la colère de tout un peuple face à une situation que nous vivons aujourd'hui. Donc les gens veulent déverser, tout à travers des messages, comme s'ils sont en train de s'exprimer. C'est normal, ils sont en train de s'exprimer, mais je crois quand même que ça ne va pas quand même mettre mal à l'aise la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas seulement au Togo qu'il y a que ce constat est fait de manière générale. Maintenant, comment est-ce que
l'État va s'en prendre. C'est vrai, il faut sensibiliser aujourd'hui les utilisateurs des réseaux sociaux. Mais je crois que ça va être très difficile. Ailleurs, un peu partout, même aux États-Unis, c'est très difficile. Mais quand même, il faut quand même réguler cela. Il faut faire de telle sorte que quand même les messages que nous écrivons et surtout que nous vérifions les sources d'information. Parce qu'il se peut que quelqu'un publie une fausse information qui va rapidement mettre mal à l'aise toute la sécurité de l'État, c'est vrai. Mais je crois quand même que la situation que nous traversons au Togo, ça pousse les Togolais à vouloir s'exprimer d'une manière et d'une autre. C'est ça ce que nous voyons à travers le message. Ildefonse Akpaki, la crise politique est passée aussi par les réseaux sociaux. J'ai écouté comme vous le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres la dernière fois, puisque c'est au Conseil des ministres que la décision a été prise. J'avoue que je suis un journaliste, je suis promoteur et directeur d'un organe en ligne. Je sais que les choses sont beaucoup plus difficiles, mais quand on revient aux réseaux sociaux, ma première question c'est comment l'État va-t-il se prendre pour réguler cela? Comment? Il y a quand même un certain nombre de mesures. On parle de signalement, il y a plein de choses qui... Il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui envoient des messages. Comment on va faire? Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont à Paris. Comment ils vont faire? C'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est comme Pasteur Edo l'a dit tout à l'heure. Moi, je me suis rendu compte que de part et d'autre, tout le monde essaie de véhiculer de fausses informations sur les réseaux sociaux. Tout le monde? Oui, tout le monde, y compris ceux-là même qui prennent ces décisions-là. Vous savez, l'avant-dernière marche de Unir, j'ai été très éberlué de voir sur des plateformes des images qu'on a dupliquées. Des images Unir qu'on a dupliquées. Première remarque. Pour quelle fin? Vous savez, on veut faire croire aux autres ou bien au monde entier que les gens sont sortis nombreux, c'est ça. La deuxième remarque, c'est par rapport à un communiqué que le ministre des Transports a publié par rapport à un accident qui s'est produit au niveau de 3K lorsqu'un véhicule transportant des militants du PNP voulait faire des manœuvres parce qu'il y avait des forces de l'ordre qui interdisaient le passage. Et bizarrement, le véhicule a fait un accident. Les gens ont été blessés. Mais moi, j'ai été très éberlué d'écouter le ministre dire dans son communiqué qu'ils ont fait des investigations au CHU qui, ma foi, ont révélé qu'il y a eu des blessés. Et par la suite, des messages qui passaient sur les réseaux sociaux qui faisaient croire que parmi ces blessés-là, il y a eu un mort ou bien 2 morts. Mais j'ai été éberlué parce que le ministre disait qu'ils ont vérifié l'information qui s'avère fausse. Et pourtant le ministre, dans son communiqué, a présenté des condoléances. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que l'État se fige lui aussi sur des informations qu'on publie sur les réseaux sociaux? C'est pourquoi je dis tout le monde est dedans. Tout le monde, y compris ceux-là même qui prennent cette décision-là. Peut-être qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont défavorables à certaines personnes ou personnalités qu'on juge indispensables. Je suis d'accord qu'on essaie de réguler cela. Moi, je suis d'accord. Parce que moi, je ne me fiche pas sur tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Je connais ce pays. Ibrahim Macha, il y en a déjà des Togolais qui sont en prison pour ça. Pour publication de fausses informations sur les réseaux sociaux. Oui, par rapport à la publication de certaines informations surtout sensibles, vous savez que les réseaux sociaux, le problème des réseaux sociaux, c'est un problème purement mondial. Même sous d'autres cieux, quand vous allez en France, il y a des dispositions qui ont été prises par rapport à cette histoire de fake news. Vous savez, quand on parle de fake, c'est ce qui est dénaturé. Et quand on dit c'est dénaturé, c'est fait à dessein, c'est peut-être pour atteindre un objectif. Et le plus souvent, c'est le propre des réseaux criminels. Ce sont les réseaux criminels qui opèrent avec les fausses news et les fake news plutôt pour produire un effet ou bien pour participer à une certaine campagne qui n'est pas de nature quand même à faire évoluer, disons, la société que nous évertions à construire. Et donc, tous les États,
ce n'est pas l'apanage des autorités togolaises, tous les États, les autorités dans chaque pays essaient quand même de voir dans quelle mesure amener les compatriotes ou bien les citoyens à faire un usage vraiment assez judicieux de cet instrument qu'est les réseaux sociaux. C'est un problème de société et actuellement il faut dire que tout le monde s'adapte à ces réseaux sociaux. Il y a un de mes amis qui disait que quand la maman au village, dans un village reculé, a l'appareil Android entre ses mains et surtout que c'est fabriqué par le blanc, tout ce qui sort dedans c'est la pure vérité, parce qu'on considère que c'est sorti de son téléphone Android et que c'est vrai. Mais ici au Togo, le problème c'est qu'on a cette propension à aller vers la répression. À chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de procéder par sensibilisation, au lieu d'aller par une certaine pédagogie pour amener les gens à changer de comportement ou bien à savoir utiliser ces réseaux sociaux à des fins beaucoup plus rationnelles, on veut réprimer. C'est ce que moi, sincèrement, je trouve parfois déplacé dans la façon de réagir de nos autorités. Nous avons un département, nous avons le ministère de la Communication, il y a un département de la formation civique. On peut passer par ce département, sensibiliser les citoyens par rapport à ça. Et même les compagnies de téléphonie mobile, quand vous prenez Move, quand vous prenez Togolcell, quand vous prenez Togo Télécom, quels sont les efforts qui ont été faits pour sensibiliser les compatriotes par rapport à l'usage de ces réseaux sociaux. Il ne s'agit pas seulement de vendre les connexions Internet, faire des recettes et c'est fini. Non, ils doivent aussi participer à la formation des citoyens pour que les citoyens adoptent de bons comportements par rapport à ce phénomène de réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est un problème presque général. Si les autorités togolaises veulent vraiment aller dans ce sens, amener les compatriotes à poser des actes nobles par rapport à ces réseaux sociaux, moi je pense que c'est une très bonne chose, mais seulement qu'on ne privilégie pas le côté répression, le côté bâton, sanctions et autres là, mais qu'on aille véritablement vers la sensibilisation. Et là, quand les compatriotes vont sentir que vraiment il y a des menaces en vue, il y a des menaces sérieuses qui pèsent sur comment l'appelle-t-on là, l'utilisation de ces réseaux sociaux, je pense que ça serait un travail facile à adopter. Moi je prends le cas du port des casques. Vous avez vu comment le ministre Yark a conduit cette campagne par rapport au port des casques. Il a commencer par une pédagogie. Même quand tu arrêtes sur la route, on te dit, monsieur, porte ton casque, ou bien on t'arrête, on te dit, va chercher ton casque et reviens prendre ta moto. C'est comme ça, c'est parti. Et à un moment donné, c'est rentré dans nos habitudes. Quand quelqu'un passe et il ne porte pas de casque, lui-même, il ne se sent pas à l'aise. Et même quand on l'arrête, même on veut le verbaliser, les autres trouvent que, mais lui là même, c'est quoi? Lui, il sort d'où et il ne porte pas de casque. Vous comprenez? Donc, il faut passer par des mécanismes assez souples, simples pour amener les gens à comprendre les dangers liés à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et il faut le préciser, ce n'est pas un mal, parce que c'est un moyen de diffusion de l'information, c'est un moyen aussi de diffusion de la connaissance, c'est un moyen aussi qui permet la cohésion sociale, parce que quand je me lève le matin, je vais sur Facebook, je dis je salue tous les Togolais, braves combattants, je voudrais que la nation se porte bien, aimons-nous les uns les autres, c'est un message que je donne. Ça là, ce n'est pas un message répréhensible, au contraire ça apporte la cohésion et ça apporte les Togolais vraiment à resserrer les rangs pour le bonheur de notre pays. Donc il faudrait voir le côté, comme on voit le côté usage anormal, je pense que il faut voir le côté également positif et normal. Positif, voilà. Surtout le côté positif, privilégier cela et ne pas trop penser que quand on prend le bâton derrière un peuple, on peut l'amener vraiment à adopter de bons comportements. Parfois aussi, ça peut s'avérer très négatif parce que ça va aller dans la défiance. Espérons le gouvernement insiste que les infractions pénales de droit commun, telles que l'injure, la diffamation, encore l'incitation à la haine, peuvent être retenues. Ce n'est pas encore le cas, mais trouve également qu'il faut aller au-delà, trouver d'autres solutions. Et ces solutions, c'est, comme certains le signalent, c'est former la culture numérique, c'est faciliter la collecte du contenu illicite par la création de procédures de signalement. Oui, je voudrais simplement, avant de répondre directement, dire que en fait, il ne faut pas oublier que le mensonge a toujours servi dans le pays et dans tous les pays. Les réseaux sociaux permettent simplement que ça aille plus vite et que ça circule très rapidement. Je n'en ai pour preuve que très souvent avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous apprenez de bouche à oreille que quelqu'un est mort
et puis après vous trouvez la personne. Maintenant avec Internet, quand on a annoncé la mort de Zeus à Javon, en une demi-heure, tout le monde a été au courant. Donc en réalité, les réseaux sociaux ne font que précipiter ou mettre plus rapidement l'information à la portée des gens. Donc ce n'est pas les réseaux sociaux qui créent ça. En réalité, le problème existait depuis. Bon, maintenant, il faut reconnaître que moi, mon danger dans ce sens-là, ce que je vois comme danger, c'est que ça soit utilisé aujourd'hui comme un outil privilégié pour que les politiques fassent passer des messages de dénigrement les uns envers les autres. Et c'est en cela que c'est dangereux. Vous prenez des plateformes où on est supposé avoir des intellectuels, représentants ou étant membres des partis politiques. Quand vous voyez les analyses qui sont faites dessus, quand vous voyez les messages qui sont véhiculés, vous avez peur pour le Togo. Et très souvent, j'interviens sur ces plateformes pour dire, mais n'oubliez pas que nous sommes tous citoyens d'un même pays. Et donc, c'est ça qui est le problème. Donc, en réalité, ce problème-là doit être rangé dans un cadre plus général de cybercriminalité. Mais la cybercriminalité, on n'a jamais fini de la combattre. C'est toujours compliqué. Et il y a mes collègues tout à l'heure ont eu à soulever un problème. Comment quelqu'un qui est aux États-Unis, comment vous allez savoir comment il envoie, sur quoi il envoie? Parce que les gens même peuvent envoyer des messages avec ordinateur, pas avec un téléphone portable. Donc du coup, ça va être très compliqué. Alors, si c'est compliqué, ce qui est plus facile, faisons-le d'abord. Et ce qui est plus facile, c'est l'éducation. Je pense qu'on doit plutôt, et je pense que c'était une bonne illustration avec le cas de Yak, du ministre Yak, qui a pu, avec une pédagogie, remettre dans la tête des citoyens togolais qu'il faut porter le casque. Je pense que lui aussi, il a arrêté un peu trop tôt cet élément-là, parce qu'il fallait continuer un peu pour que même celui qui est porté derrière la moto puisse porter le casque. Maintenant, on se contente pour le moment simplement que le premier, celui qui conduit, ait un casque, que le second n'ait pas le casque. Mais on voit que l'effet instruction, l'effet éducation, l'effet sensibilisation a eu de l'intérêt. Aujourd'hui, il y a une science qu'on donne, qui existe, c'est la responsabilité sociale des entreprises, qui fait que quand vous êtes propriétaire d'une société où vous avez créé une structure économique, les à côté ou les retombées négatives de cette activité-là, vous devez pouvoir les gérer également. Et il a bien souligné tout à l'heure que Togocel, Move et Togo Telecom doivent savoir que ces informations-là, c'est eux qui peuvent faire la sensibilisation avec. Et il y a des communicateurs, nos étudiants apprennent la communication des entreprises. Il est possible de pouvoir concevoir des messages qui peuvent aider les gens à comprendre et à envoyer ces messages-là pratiquement sur tous les appareils. Au lieu de nous envoyer régulièrement 992 pour dire qu'il y a bonus, entre-temps, on peut faire 992 pour dire également utilisez de façon responsable votre téléphone portable. Ne voyez pas des mauvais messages parce que ça peut tuer quelqu'un, etc. Et ça conscientiserait les gens. Et donc, au lieu d'axer la recherche de solutions uniquement sur le côté pénal, le côté répressif, je pense qu'il faut mieux axer ça beaucoup plus sur le côté éducatif. Il faut reconnaître que le Togo a un déficit en éducation civique et c'est ça qu'il faut chercher à combler maintenant. Et des fois, il semble que les médias, notamment les journalistes, doivent également prendre leurs responsabilités parce que parfois, ils s'appuient sur ces messages-là pour avancer. Non. Moi, je suis d'accord qu'on essaie de revoir le cadre, qu'on essaie de conscientiser, qu'on essaie de former et qu'on retourne, pour prendre la fin de ce que Maolé a dit, qu'on essaie de revoir le civisme au Togo. Ce sont des premières remarques que je fais. Lorsque vous axez sur les journalistes et que quelque part on nous fait savoir que même les politiques s'attaquent entre eux, mais il faut généraliser. Si nous généralisons, nous arriverons à trouver le mal et à le corriger. C'est vrai que des confrères qui se réfugient devant des informations que l'on publie sur des réseaux sociaux, ça donne à un manquement dans la profession. Parce que lorsque vous avez une information en tant que journaliste, le b.a.-ba, c'est que vérifier l'information. Moi, j'ai été très amer avec celui qui avait dit entre-temps, qui se dit journaliste, mais qui avait dit entre-temps que
M. Sajavon était mort. Et je ne vous dis pas combien d'appels j'ai reçus ce matin-là. Et il a fallu que je commence. Moi-même, j'ai lu. Mais moi, ma pédagogie, c'est de vérifier. Et la première des choses, j'ai appelé des gens qui m'ont dit non, c'est pas vrai. Oui, la presse peut évoluer par conjecture, mais encore que quand vous évoluez par conjecture, allez au conditionnel. Lorsque vous aurez fait peut-être vos recoupements, lorsque vous aurez terminé vos investigations et que vous aurez la matière finale, vous pouvez évoluer. C'est une erreur qu'un journaliste se fiche sur... J'ai donné 2 exemples ici. On va dupliquer des images, on les publie, on prend une information dont on n'est pas sûr qu'elle est vraie qu'on publie. C'est pas... En fait, pour moi, en tant que responsable d'un journal, je n'exerce pas comme ça ma profession. Et donc, ça peut être une censure pour ceux-là même qui sont dans le métier, parce que le métier demande à ce qu'on fasse des investigations d'abord avant de publier les informations, si elles s'avèrent vraies. Et donc, allons-y et corrigeons le mal. Voilà. Un autre sujet, c'est le dialogue qui a commencé, qui a repris, on va le dire comme ça, ce matin à l'hôtel 2 février, depuis avant midi, là. On espère que la fumée blanche va sortir. Jusque-là, rien n'a encore filtré. Les protagonistes, avec bien sûr la présence du facilitateur Nana Akufo-Addo, sont toujours présents. Ibrahim, est-ce que vous avez des indiscrétions? Indiscrétion, c'est comme si j'étais proche des chapelles. Mais bon, en tant que journaliste, nous pouvons peut-être investiguer, peut-être par nos relations publiques et pouvoir avoir des bribes d'informations. Sinon, les informations que nous avions qui nous viennent directement de l'hôtel du 2 février, c'est que les discussions ont repris effectivement avec la présence du facilitateur, le président ghanéen, et les 2 camps étaient autour du président ghanéen. Ils ont discuté, ils sont entrés. Entre-temps, il y a eu interruption et le président ghanéen a rencontré de façon, en tout cas séparée, chaque délégation. Je pense que c'est toujours dans l'optique de pouvoir aller vers un compromis. Et donc, après, il les a réunis. Donc, ils sont actuellement en salle en train de continuer les discussions. Même ce que nous apprenons, c'est que dans chaque camp, on souhaite quand même aller vers un compromis. Et vivement que ce compromis puisse intervenir. Mais ce que moi, ma rédaction, je parle de Temps Nouveau, propose, c'est que le facilitateur aussi, quand il arrive que les positions sont tranchées et que les gens ne veulent pas faire un effort de dépassement, les gens ne veulent pas faire un effort d'évolution dans leur position. Je pense qu'il est normal que le facilitateur puisse faire aussi des propositions aux 2 camps, et quitte à voir si cela les agrée, et je pense que ça peut faire évoluer vite la situation. Parce que si il veut coûte que ce soit les 2 camps qui discutent et parviennent à un compromis, et surtout que nous connaissons l'état d'esprit qui anime chaque camp, je me dis que ça serait sempiternel bavardage, et ça ce ne serait que de palabres inutiles. Et comme nous voulons que ça évolue, il faudrait que lui aussi à un moment donné, étant donné qu'il a eu à rencontrer séparément les groupes, et étant donné qu'il a eu aussi à prendre attache avec certaines personnalités, ressources qui connaissent bien l'historique de ces histoires de modification constitutionnelle, de ces histoires de réforme constitutionnelle et même de la politique togolaise, je pense qu'il peut avoir au moins une idée sur certaines propositions à faire aux 2 camps, et voir dans quelle mesure ces 2 camps peuvent s'accorder ou bien accorder leur violon pour qu'il y ait un compromis au finish. Autour de ce plateau, il n'y a que de grandes oreilles. Espero, cette fois-ci, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Je vais faire le contraire de ce que Ildefonse aime. J'ai lu sur Facebook, ou j'ai lu sur les réseaux sociaux, etc. Donc, enfin, je blague. Mais en fait, il faut reconnaître que ce qui est intéressant ou exceptionnel, c'est que pour une fois, durant toute presque matinée jusqu'à maintenant de travaux, rien ne soit sorti. Et ça, c'est déjà exceptionnel, parce qu'auparavant, même à la pause,
les gens envoyaient les informations et ça créait encore d'autres situations plus compliquées. Mais pour une fois, aujourd'hui, rien ne sort. Et même nos utilisateurs de réseaux sociaux pour embrouiller n'ont pas de matière à s'amuser. Et donc, c'est une bonne chose. Imaginer. Oui. Et je suppose, en tout cas, que le facilitateur sait exactement à quel moment il doit pouvoir, et je suppose qu'il le fait déjà, où il doit donner des propositions de solutions. Mais n'empêche que dans tous les cas, il appartient aux Togolais de trouver la bonne solution. Cependant, ce qui a été curieux, c'est que hier, j'ai entendu de plusieurs personnes revenir sur le problème en disant que maintenant tout le monde semble d'accord pour faire un gouvernement de transition, que tout le monde semble d'accord pour aller aux élections en 2020 de façon sereine. Mais maintenant, c'est les composantes qu'il faut mettre dedans qui divisent. Ça veut dire que qui va être le Premier ministre et est-ce que M. Faure Gnassingbé serait encore candidat? Voilà les deux problèmes qui n'ont pas été résolus, selon les rumeurs que j'ai eu entendre. Bon, cependant, ça, ce ne serait pas une surprise. Tout le monde sait que dans tous les cas, le gouvernement actuel doit pouvoir, en étant conséquent avec lui-même, doit pouvoir remettre le tablier et partir. Avec les crises sociales qu'on n'arrive pas à gérer, et les ministres, il y a des ministres eux-mêmes qui doivent pouvoir donner leur démission. Parce que quand vous êtes responsable d'un poste ministériel et qu'il y a des crises profondes que vous n'arrivez pas à régler, la chose qui se fait dans les pays démocratiques que nous voyons, c'est simplement de donner la démission. Et si des crises durent depuis plusieurs années, je fais allusion à la crise liée à l'enseignement, et qu'on n'a pas jusqu'à présent trouvé une solution, le Premier ministre y est impliqué lui-même en constituant des commissions pour régler ça, et qu'on n'a pas trouvé de solution, c'est que le ministre qui s'occupe de l'affaire ne le fait pas correctement, et le Premier ministre qui s'est impliqué n'a pas trouvé de solution. La conséquence logique, c'est la démission du gouvernement. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, ce qui serait peut-être la nouveauté, c'est de dire qui va le remplacer. Et comment on va faire pour le remplacer. Et quel sera le cahier de charge. Moi, mon problème, c'est le cahier de charge que ce gouvernement doit avoir. Si ce n'est pas pour renforcer la primauté du droit, si ce n'est pas pour redynamiser les institutions de la République, il vaut mieux continuer comme ça. Parce que, honnêtement, ce qui va nous aider à sortir, c'est qu'il faut redynamiser les institutions de la République, les remettre à plat et reformuler aussi bien dans les compositions que dans les organisations. Et maintenant, le dernier problème, qui est le problème le plus important que tout le monde attend de voir, c'est si le chef de l'État actuel serait encore candidat. Et là, je pense que ce n'est que les gens qui sont dans la salle là-bas, à l'hôtel du 2 février, qui peuvent répondre pour le moment. Pasteur Edo. Oui, non, je crois que... Vous avez prié, je sais, vous continuez de prier. Que l'Éternel bénisse le Togo. Continuez de que prier. l'Éternel bénisse le Togo. Ça doit être ma première parole quand il s'agit de la reprise. Parce que vous avez vu la reprise, vous ne vous êtes pas étonné, parce que tous disaient que la semaine prochaine. Mais pourquoi de sitôt la reprise on voit la reprise aujourd'hui? Et tout dépend également de l'agenda du Non, ça dépend de l'agenda, mais c'est que les Togolais sont décidés à prier, à se mettre en genoux pour que la crise, une fois de bon, puisse finir. Bon, donc, ce que moi je salue, c'est justement la discipline dans la salle, parce que je crois que le facilitateur aurait pris des mesures pour que rien ne sort de là jusqu'à ce qu'ils finissent la soirée, pour qu'il y ait au moins un point sur la situation. C'est ce qui est très, très important. Mais au même moment, il faut avouer que là où nous en sommes aujourd'hui, comme Spero l'a dit tout à l'heure, il y a lieu quand même que, parce que compte tenu de toutes les crises que nous connaissons, sincèrement, la démission, c'est une culture. C'est une culture démocratique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à la mesure de la tâche qu'on vous a confiée. On parle de crise politique ici. Oui, crise politique, bien sûr. Justement. Bon, donc, je crois que ce que nous pouvons demander à tous les acteurs, justement, c'est parce qu'il est temps. Il est temps que le peuple, au nom duquel tout le monde parle, au nom du peuple, l'intérêt du peuple, c'est maintenant. Il est temps maintenant qu'on connaisse exactement ceux qui parlent au nom du peuple. Parce que le peuple est là, de manière générale, en train de souffrir. La majorité qui souffre, la majorité qui ne trouve pas à manger, la majorité qui n'a pas de moyens pour se faire soigner, la majorité qui vit dans la misère. Donc c'est ça le peuple là. Et ce peuple là attend. De toutes les façons, le peuple souhaite réellement que ces acteurs politiques puissent parvenir à un consensus qui désormais va permettre au Togo de renforcer son processus démocratique, de renforcer l'état de droit, consolider l'état de droit
Et c'est ce à quoi nous attendons vivement qu'aujourd'hui, que cette journée puisse jeter les bases d'un Togo déjà nouveau, auquel nous tous nous aspirons. Et Ildefonse, je vous ai vu, vous n'avez pas facilement accepté de déposer votre téléphone. Est-ce que vous avez les dernières informations? J'ai fait savoir tout à l'heure que si je ne vérifie pas l'information et qu'elle s'avère vraie, je n'en parle pas. Ce que je voulais dire par rapport au dialogue, c'est un fait qui se produit, et si ce fait-là doit continuer, je serai toujours Saint-Thomas. Lorsque, dans un passé récent, j'ai écouté la coordinatrice de la coalition dire que lors de la signature des règlements intérieurs, on nous a dit de faire des concessions. De notre côté, on nous a demandé d'arrêter les manifestations. Nous avons accepté, mais en revanche, nous leur avons dit, vous cessez les travaux à la CENI. Et que chemin faisant, c'est la coordinatrice qui envoie un courrier au facilitateur lui disant, on a nommé 38 présidents de CELI. Et dans le même temps, on nous dit, ça c'est le gouvernement qui l'a dit, nous n'avons pas dit que nous allons arrêter les travaux à la CENI. J'ai écouté Fulbert Atisodi, il y a un contrat qui nous lie à travers les règlements intérieurs. Vous arrêtez, et c'est ce qui a été signé. Si cet esprit-là doit animer les uns et les autres, je suis sûr que nous n'allons pas parvenir au fruit escompté, c'est-à-dire remettre tout à plat comme Spéron l'a dit, comme Pasteur l'a dit, et revoir les choses, parce que cette crise de confiance va toujours demeurer. Maintenant, aujourd'hui, qui dit la vérité? Parce que moi j'ai lu tout à l'heure dans les règlements intérieurs, il est mis réforme électorale. Donc ce qui veut dire qu'il a été dit dans la salle, si vous arrêtez les manifestations, les travaux à la CENI doivent connaître également un arrêt. Bon, maintenant que de part et d'autre, ce problème, on ne nous a pas dit aujourd'hui que ça a trouvé de solutions. Je ne sais pas s'il y a la reprise des travaux, ça va connaître, ou bien on aura une solution à cela. Si on essaie d'aplanir tout cela et que la confiance revienne à la maison, moi je suis sûr et certain que ce que nous voulons pour ces millions de Togolais que nous sommes, nous l'aurons. Tout simplement. Tout simplement. Parce que ce qui nous divise aujourd'hui, ou ce qui divise aujourd'hui la classe politique togolaise dans son ensemble, c'est la crise de confiance. On a tellement dit, quand je signe un contrat avec toi, tu as toujours violé. Et donc aujourd'hui, je veux que ça ne soit plus comme ça. Si on arrive à aplanir tout cela, on peut réussir. J'ai cru que tu allais dire, on a tellement menti, ou on a tellement fait de la mauvaise foi. Parce que c'est ça le problème. Tout à fait. Les gens pensent qu'il faut se faire des croche-pieds, des coups bas pour avancer. Et c'est dommage que l'on érige l'immoralité en règle politique. Et franchement, il y a des leaders qui vous répètent, si vous voulez faire de la morale en politique, devenez prêtre. J'ai été sidéré, mais c'est franchement ça le problème. Et ça ne peut pas enlever la crise de confiance qui existe. Vous gardez la parole. À l'ouverture du dialogue le 19 février, il a été dit que c'est pour 10 jours. On est déjà au-delà de 2 mois. Je pense que c'est dans cette même salle, sur les ondes de Pyramide FM ici, que j'ai dit que les 10 jours-là, je ne suis pas certain que ça pourrait être respecté. Et déjà, la suspension a dépassé les 10 jours. Et maintenant, c'est une reprise. Et heureusement qu'on n'a plus donné de délai. Et je me rappelle que le jour-là, j'ai dit, est-ce que c'est 10 jours pour finir ou 10 séances? Voilà. Donc, je pense qu'on est toujours dans ce schéma-là. Humainement, ça aurait été difficile de dire qu'en 10 jours, on pouvait régler ce problème-là. C'est un problème qui dure depuis longtemps. Et encore, j'ai l'impression que ce n'est que les aspects superficiels qui sont pris en charge pour le moment. Et donc, si on doit aller au fond des choses, il faut alors reconvoquer Monseigneur Bariga, qui doit avoir des éléments de la CVJR à verser dans ce débat-là. Et ça nous permettrait d'avoir une résolution complète du problème. Et il y a la société civile qu'il faut inviter à cela.
pour régler le problème entièrement. Et il y a des partis politiques externes qui doivent également rentrer dedans. Donc je pense que pour le moment... Ça va finalement être... absolument. Donc pour le moment, je crois qu'ils sont en train de trouver des solutions pratiques pour que nous puissions avancer de façon sereine, pour que la crise telle qu'elle est devenue au 19 août, ça puisse trouver une solution. Mais 10 jours, il faut l'oublier. On l'a déjà dépassé. Il vaut mieux penser peut-être à je ne veux même plus dire 10 séances. Parce que il vaut mieux simplement espérer que ça finisse. Et de la meilleure façon. Oui, Ibrahim, la méthode du facilitateur qui apparaît, qui disparaît, comment vous la trouvez? Mais puisque le facilitateur, c'est le président de notre pays, en exercice, merci beaucoup, en exercice, et son agenda, vous savez qu'il ne va pas consacrer son temps à la situation togolaise. Il a été élu par les Ghanéens pour le problème ghanéen, pour prendre à bras le corps, en tout cas le destin du peuple ghanéen, non le peuple togolais. Donc s'il a même à présenter un bilan, il ne dira pas que j'ai résolu la crise togolaise, parce que ça ne veut rien dire au Ghana. Vous comprenez? Et donc, c'est son agenda. Si le Togo ça n'arrange pas non plus. Oui. Non, mais c'est mineur. C'est que la plupart des réfugiés seront chez lui là-bas. Mais il peut aussi décider de fermer sa frontière. C'est fini, le problème est réglé. Donc, c'est pour vous dire que c'est selon sa disponibilité. Vous comprenez? Et donc, maintenant, il se trouve qu'il a un petit temps. Donc, il peut se consacrer à la crise togolaise. C'est pourquoi, entre-temps, il n'était pas arrivé parce qu'il avait une tournée européenne. Après ça, il est revenu aussi pour la célébration de leur fête de l'indépendance. Donc maintenant qu'il a trouvé un petit temps. Et d'ailleurs, il faut le féliciter parce qu'il revient directement de Kigali. Vous voyez, quelqu'un qui revient d'un long voyage comme ça, d'un sommet et qui atterrit ici pour résoudre le problème togolais. Et les Togolais eux-mêmes, à qui on veut trouver des solutions, se complaisent dans leur sempiternel palabres et autres là, comme si de rien n'était quoi. Ils ne font pas un effort nécessaire pour aller vers la résolution de la crise. C'est là où parfois je me dis que mais c'est grave, c'est comme notre intelligence même est remise en cause. Vous comprenez? Quand je dis intelligence, c'est l'intelligence du Togolais. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un travail de dépassement pour trouver le meilleur pour notre pays? Nous sommes conscients qu'il y a une crise. Maintenant, essayons de travailler pour que nous sortions de cette crise. Ça pose un problème. C'est incompréhensible, c'est inconcevable. Pasteur Edo, le président ghanéen, ce n'est pas un jeune homme. Il a plus de 75 ans. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Pour finir vite. Tout ce que je lui souhaite, c'est que Dieu lui donne la force nécessaire. Déjà, je crois que cette longue suspension dont on parle aujourd'hui, je crois qu'elle a été mise à profit. Pour des conciliabules, pour des discussions de couloir. Je crois que tout cela, il le faut. Un bon négociateur doit en tenir compte de tout ça. Donc, ce n'était pas quand même inutile, il le fallait. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que, par la grâce de Dieu, s'il finit à mettre les Togolais d'accord pour qu'on puisse se relancer, je crois qu'il aurait fait un travail formidable. Parce que la crise togolaise, les gens ont essayé, il n'est pas la première personne, les gens ont essayé. Mais ça reprend, ça rebondit, et ça rebondit avec de nouvelles factures. de nouvelles factures. Donc je crois quand même qu'il est sur la bonne voie. Il faut que nous les Togolais, nous l'accompagnons. Je crois que c'est ça. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme si on dit non, le président ghanéen là, le Ghanéen là. Non, ce n'est pas ça. Il faut plutôt l'encourager à avancer. Je crois que c'est ça. Mais le fait de le décourager, de dire non, ceci, tantôt là, ce n'est pas de bonnes choses. Mais il va falloir quand même qu'on l'encourage. Et nous, on continue par prier pour lui, pour que le Togo sorte de cette situation grâce à cet effort. Il est pour ça, Paki. Mais est-ce que le problème togolais, c'est le facilitateur? Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Le problème togolais ne repose pas sur le facilitateur. Le facilitateur, comme on l'a écrit dans Présence chrétienne, c'est quelqu'un qui donne le ton aux hostilités. C'est-à-dire, il est là, il veut faciliter les choses. Mais ceux à qui il veut faciliter les choses, est-ce que ces personnes-là, ou bien ces personnalités-là, est-ce qu'elles sont prêtes à jouer à la bonne foi? Mais quand vous dites que par le passé, il y a eu des gens, oui. Celui qui était le garant de l'APG, c'est l'ancien président Blaise Compaoré. Oui. On a vu combien de fois les gens ont pris des avions ici pour aller lui dire mais ça ne va pas. Le problème ou bien la réussite du dialogue togolais n'est pas purement du ressort du facilitateur. Mais quand on signe, quand vous et moi, nous signons un document
et qu'arrivé à un moment, quelqu'un parmi nous refuse d'appliquer les fruits même de notre discussion, moi j'ai encore mal au cœur quand je me rends compte que l'APG, on n'est pas arrivé à mettre en application 20%. Oui. Est-ce que c'est la faute à Blaise Compaoré? Non. C'est la faute à ceux-là qui, à un moment donné, ont joué de la duplicité, de la mauvaise foi, ont fait des coques en jambes. Et puis on dit à un moment donné, nous avons la force. Si nous voulons, nous le faisons. Si nous ne voulons pas, on ne le fait pas. C'est caduc. C'est ça. Voilà le mot que vous m'avez emprunté. L'APG a été caduque au moment où, même si, parce que moi j'ai écouté des gens dire que ceux qui ont été les signataires de l'APG ne sont plus là. Mais sur un plan purement juridique, c'est pas ça. Il y a les ayants droit. Oui. Il y a ça. Mais lorsque le ministre qui est maintenant au centre même du dialogue du côté du pouvoir dit la page des réformes est tournée, alors qu'on n'a même pas fait 20% de cet accord-là, et que les acteurs sont encore là, on le voit encore de l'autre côté. Voilà pourquoi je dis... À qui faites-vous allusion, Ildefonse? Vous le savez mieux que moi. C'est qui? Je ne veux rien dire, mais la personne se reconnaîtra dans ce que je suis en train de dire. On va terminer avec le Front social. On constate également que là, il n'y a pas d'évolution majeure, il n'y a pas de dialogue annoncé non plus dans leur camp, sauf que mercredi, on a appris que le ministre de la Santé a appelé à une réunion, a invité le secrétaire général du Saint-Fort à une réunion. À cette réunion, il a été plutôt question de voir la question de contractualisation qui serait la solution. Ildefonse. Moi, j'ai mal que la crise sociale, que les besoins sociaux qui sont aujourd'hui considérés comme des leitmotifs de l'ensemble de la population togolaise. Parce que quand je dis l'ensemble de la population togolaise, je prends juste le secteur de la santé, où presque tous les centres de santé sont dégarnis et devenus aujourd'hui des mouroirs. On demande juste qu'on essaie de remplacer le matériel vétuste. C'est pas ça. Aujourd'hui, on ne demande plus nos primes, hein, parce que quand je jette un coup d'œil sur tout ce qui se fait, on dit, nous voulons que nos conditions de travail soient... C'est tout. Mais au-delà de cela, ce que je ne comprends pas, il y a une semaine, je posais une question ici. Ces commissions qui ont été mises en place, ces comités de suivi, et quelqu'un m'a prêté encore un mot la dernière fois ici. Je crois que c'était Isidore qui était là, qui m'a prêté encore. Il y a eu tant de trucs, comité ad hoc, tout ça là. Les travaux, les conclusions ont donné quoi, concrètement? Mais lorsque vous faites de la duplicité un leitmotiv, ou bien, comme je l'ai dit quelque part la dernière fois, un système, vous l'érigez en système de gouvernance, il y aura toujours des problèmes. Et j'ai posé la question la dernière fois. Il y avait cette doléance, ça fait combien d'années? Les gens me diront une dizaine d'années ou bien il y a 5 ans. Mais avant 5 ans, ou bien après 5 ans, ces doléances sont encore là. On a organisé un sommet à coups de milliards. On a acheté des hélicoptères, pas des hélicoptères médicalisés, hein, de défense. On a procédé à un certain nombre de choses où on a même fait j'ai oublié le mot, des collectifs budgétaires pour prendre en compte un certain nombre de dépenses. Mais juste quand on parle du centre de référence, quand quelqu'un doit se faire soigner et qu'il faut lui faire des scanners, on se réfère au privé. C'est ce qui est malade. Espérons qu'on constate également qu'aujourd'hui, c'est le début du congé de Pâques pour les élèves. Mais par endroit, il n'y a même pas eu de composition parce que les enseignants sont en grève depuis plusieurs semaines. Et bon, on va reprendre très bientôt, après une semaine et demie pour le troisième trimestre, c'est terminé l'année. Le drame, c'est que le drame, c'est qu'au Togo, il n'y a pas d'année blanche. Finalement, c'est un drame. Parce que quel que soit le nombre quelle que soit la période où les enfants sont restés à la maison, le nombre d'heures de cours manquées, on va organiser l'examen
Et on va demander aux enseignants de tenir compte de ce problème-là pour corriger. Et on va corriger et remettre le niveau à la baisse. Et on continue pas nous s'enfoncer. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant qui est, par exemple, en 3e à 4e année, il ne peut pas vous aligner 4 phrases correctes sans mettre dedans le mot genre, parce qu'il a des insuffisances pour parler. Et on veut continuer comme ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la solution, c'est de remettre tout à plat. Il faut que les ministres qui ont en charge ces dossiers-là avouent tout simplement qu'ils n'ont pas la solution. Et quand on n'a pas la solution, vous prenez un entraîneur qui a perdu 3, 4, 5 matchs d'affilée en Europe, il démissionne. Un ministre qui a dans sa gestion, même je prends un ministre de la sécurité en Europe, dans les pays démocratiques, et un policier qui tire sur quelqu'un, si on remonte correctement la chaîne, le ministre donne sa démission. Parce qu'on se dit que c'est lui qui est le responsable de ce poste-là. Et jusqu'à présent, non seulement personne ne démissionne, mais en plus, on ne trouve aucune solution. Et on a l'impression même qu'on ne fait rien. Et si vous avez suivi les informations, vous devez savoir que les gens sont en train d'annoncer pour la semaine prochaine, encore au niveau du service de santé, une grève sèche. Une grève sèche pour encore la semaine prochaine si rien n'est fait. Et une grève sèche là, mais c'est la population qui va encore mourir. Comment vous voulez que les gens vivent dans ces conditions-là? Aujourd'hui même, il n'y a plus moyen d'aller dans un centre pour se faire soigner, parce que si vous y allez, vous ne trouverez rien de correct. J'ai un ami qui a eu des problèmes de reins. Il est allé en Europe et on lui a même fait voir que le groupe sanguin qu'il a sur sa carte d'identité n'est même pas correct. Ça veut dire que même les réactifs que nous utilisons ne permettent pas de nous trouver le bon groupe sanguin. Et nous sommes des morts en sursis. Et ça, c'est un problème fondamental pour lequel on ne peut pas s'amuser. Dans tous les pays, la santé, l'éducation, mais c'est ça qui utilise le budget de l'État. Mais ici, on a l'impression que c'est le contraire. L'éducation est l'enfant pauvre, la santé est l'enfant pauvre, et on vit comme ça. La contractualisation, normalement, si elle doit rapporter, ça voudrait dire que malheureusement, c'est des privés qui vont gérer, et ça va être encore cher. Est-ce que tout va être privé au Togo? Est-ce que nous n'avons pas les moyens nous-mêmes de prendre soin de nos populations? Kadhafi, en son temps, assurait santé à tout le monde, assurait de l'eau à tout le monde, assurait l'électricité à tout le monde. Et on est en Afrique. Kadhafi, c'était en Afrique. Et donc, on ne peut pas me dire que ce petit Togo-là... La Libye avait du pétrole. Oui, le Togo a phosphate, le Togo a un port en eau profonde, on a des minerais, on a une population jeune. Ça, il ne faut jamais l'oublier. On a une population jeune, travailleuse, et qui peut être éduquée correctement. On a tout pour être ce qu'on appelait la Suisse de l'Afrique. Pourquoi on n'y parvient pas? C'est tout le problème. Ibrahim Acha, peut-être qu'il faut penser revoir aussi ce que nous avons comme groupe sanguin sur nos cartes. Mais en attendant, il y a aussi une autre anecdote. Il y a un patient qui était souffrant l'autre semaine, il souffrait de diabète. Quand il est arrivé, on l'a directement envoyé à la réanimation. Parce que c'est là où se trouvaient les gens. Bon, malheureusement, c'est pas pour ça qu'il est venu, mais il est parti avec ça. Il est mort. Oui, c'est le problème de l'efficacité même du système sanitaire. Puisque M. Spiro parlait de l'éducation. Vous savez, quand on parle de l'éducation, ce n'est pas apprendre à balayer à fille à une personne. C'est vraiment tout un ensemble pour former un citoyen modèle, un citoyen capable de prendre à bras le corps les situations qui se posent dans notre pays. Quand tu parles du patient, il y a pire même que ça. Il y a des patients qui arrivent à l'hôpital, on ne fait même aucun diagnostic, on procède par transfusion, on procède par perfusion. Mais c'est anormal. On ne prend même pas la glycémie de la personne, on lui donne maintenant le glucose. Mais si entre-temps la personne avait une glycémie assez élevée, vous comprenez que la personne va faire des convulsions et des crises et trépasser comme ça. Il y a eu des cas comme ça dans le pays. Donc moi, je conclus tout ça en disant que c'est un problème de gouvernance. Que les gens acceptent de se remettre en cause, que les gens acceptent qu'ils ont failli dans leur façon de gérer le pays et que s'il y a possibilité de revoir le mécanisme de gestion, je pense que ça serait une très bonne chose. Et en dehors de ça, quand nous parlons du système sanitaire, aujourd'hui, nous avons des pacotilles comme scanners, comme instruments, comme matériel de santé parce qu'à un moment donné, des gens ont décidé de piller les ressources du pays. Sinon, il y a eu des fonds qui ont été dégagés pour équiper les hôpitaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
C'est parce que les gens préféraient aller construire des villas privées et aller acheter des pacotilles amener dans les hôpitaux. C'est grave, mais ces gens-là circulent librement dans le pays. Ils ne sont même pas inquiétés. Vous comprenez? C'est la lutte contre la corruption qui peut sauver ce pays. Et il faudrait que les autorités togolaises fassent de cette lutte vraiment leur priorité. Je pense que nous aurons de très bons citoyens qui vont bien se comporter pour le bien de ce pays. Je crois que comme on parle que l'on parle de la santé, que l'on parle de l'éducation, mais je crois qu'il y a faillite. Il y a faillite. Il a bien dit, parlant de la gouvernance, c'est une mauvaise gouvernance qui ne tient pas compte de ce qui est vital pour les citoyens. Et ça, aujourd'hui, le Togo est dans un gouffre total. Le front social, c'est dommage, on ne peut même pas en parler parce que des fois même, on a honte de dire ailleurs, quand on sort, on a honte de dire que... Parce que les gens nous suivent de près, ce petit pays-là, avec tout ce qu'il a comme richesse. Aujourd'hui, regardez là où nous en sommes. L'éducation, on va nous fournir une année réussie avec des taux de réussite forgés de toutes pièces pour nous dire que bon, l'année a marché. L'année a marché avec un niveau. Avec un niveau. Mais c'est ça, avec un niveau. Aujourd'hui, l'éducation togolaise, et je crois que nous qui sommes des parents, parce que c'est nous qui sommes plus concernés. Parce que ceux-là, la plupart de leurs enfants ne sont pas ici. Ils sont ailleurs. Donc c'est nous les parents. Il va falloir quand même une mobilisation des parents. Je parle de l'éducation. Pour dire que si mon enfant va aller à l'examen, là, je ne veux pas. Personne ne veut. Donc on demande à nos enfants de rester à la maison. Ne pas. Oui, bien sûr. Il faut le faire. Ça, je le dis, je crois. Bientôt, la semaine prochaine, on va en parler longuement. Il faut que les parents disent non et demandent à l'État de nous rembourser nos frais. Demander à l'État de nous rembourser nos frais. Pour nous avoir pillé, pour nous avoir escroqués. C'est de l'escroquerie parce que nous, on a donné de l'argent. Apparemment, on n'a rien reçu au retour. Et c'est ça qu'il faut. C'est très important. C'est notre front social. Moi, je suis d'accord avec les collègues qui ont axé leur intervention sur très brièvement, la mauvaise gouvernance des choses publiques. Moi, j'ai écouté un ministre il y a quelques semaines qui parlait de faux diplômés dans l'administration togolaise. C'est le ministre qui en parle. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'on essaie de détecter? Lorsqu'il se passe un problème de tricherie au campus, on requiert du service de renseignement. Mais voilà qu'il y a des diplômés dans l'administration et que le ministre reconnaît. Le même ministre reconnaît qu'il y a des gens qui sont admis à la retraite qui ne veulent pas partir. C'est quoi cette gouvernance-là? C'est quoi ça? Tout cela va être réglé peut-être après le dialogue et le pays va... Après le dialogue ou par le dialogue? Non, les actes vont être menés après le dialogue. Le dialogue va avoir des recommandations, des conclusions. L'application de ces conclusions. On va s'arrêter là pour cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans ce studio. Il y avait Spero Moli, président du CACIT, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Ibrahim Acha, directeur de la publication de la demande des temps nouveaux, et Defonse Akwaki, directeur du site d'information La Gazette du Togo. Les spécialistes, c'est bien terminé. Elle a été mise en onde par Romain Fritas. Bon week-end chez vous, malgré tout. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.